Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Les milliardaires et leurs amis ont encore remporté une bataille. La semaine dernière, le 12 juin, les sénateurs ont rejeté la taxe Zuckman, cette proposition de loi écologiste d'un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des grosses fortunes. Taxe Zuckman, du nom de Gabriel Zuckman, l'économiste qui a imaginé ce dispositif, qui contraindrait les contribuables à la tête de plus de 100 millions d'euros de patrimoine à verser un impôt d'au moins 2% de la valeur de leur patrimoine par an. Est-ce que vous êtes en faveur du droit des milliardaires à payer aucun impôt sur le revenu? Si vous êtes pour ce droit des milliardaires à payer zéro, alors votez contre la proposition de loi. Si vous êtes contre ce droit, si vous pensez que quand on est milliardaire, on doit payer un minimum, alors votez pour la proposition de loi. C'est un très bon marqueur politique. En février, la gauche unanime avait réussi à faire voter la taxe à l'Assemblée nationale. Les républicains et les macronistes continuent à s'y opposer avec la discrète complicité du Rassemblement national dont les députés et les sénateurs se sont abstenus lors des votes. Donc c'est une taxe qui est clairement politique. Il y a qu'à voir le pédigré de ceux qui la portent. Elle est portée intellectuellement par un économiste de gauche, Gabriel Zuckman, et puis elle est portée au Parlement par une proposition de loi écologiste d'Eva Sas et de Clémentine Autain. C'est un impôt de gauche. Une idée que les gauches veulent imposer dans le débat public et qu'elles remettront sur la table lors du vote à la rentrée du projet de loi de finances. Ça mérite des explications. En France, c'est en 1914 que fut adopté l'impôt progressif sur le revenu. Un impôt progressif, c'est un impôt dont le taux augmente lorsque le revenu augmente. C'est pas comme la TVA, par exemple, qui est un impôt dont le pourcentage est le même pour tout le monde. Mais l'impôt sur le revenu n'est pas progressif pour tout le monde. Les Arnaud, Pinault, Bolloré et compagnie tirent leur richesse des parts qu'ils possèdent de leurs entreprises. Et non seulement les revenus qu'ils en tirent ne sont pas imposés de la même manière que vos salaires, mais des montages financiers leur permettent de soustraire ces flux aux prélèvements fiscaux. C'est ça qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ces ultra-riches, ils payent très peu d'impôts sur le revenu. Normalement, l'impôt sur le revenu, c'est la pierre angulaire de la progressivité fiscale. Mais quand vous êtes extrêmement riche, quand vous avez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, c'est assez facile de structurer sa fortune de façon à ce que cette fortune génère peu ou pas de revenus taxables. C'est comme ça qu'on a un certain nombre de milliardaires qui touchent des milliards de dividendes, mais ces dividendes, ils atterrissent dans des sociétés holding où ils ne sont tout simplement pas fiscalisés. Ensuite, ils sont épargnés, réinvestis, ils peuvent faire de la philanthropie, ils peuvent acheter des médias, etc. Mais tout ça sans avoir à payer d'impôts. L'impôt plancher s'attaque à ces rentes des ultra-riches. Ultra-riches, ici, à entendre au sens de ceux dont le patrimoine immobilier, professionnel, mais surtout financier, dépasse les 100 millions d'euros. C'est-à-dire les 0,01% des plus riches, soit 1800 foyers. C'est à partir de ce seuil que l'impôt n'est plus du tout progressif. Même le très libéral Nicolas Dose rappelle ce fait. Vous avez 1800 foyers, donc on va dire ultra riches, qui, compte tenu de la structure de leurs revenus et de la structure de leur patrimoine et du recours à des holdings familiaux, c'est vraiment une catégorie très étroite de la population, fait effectivement, et ça a été confirmé par une étude de l'Institut des politiques publiques, qu'à l'arrivée, en proportion, ils payent moins d'impôts que la norme. La taxe Zuckman s'applique si le montant des impôts déjà payés, impôts sur le revenu, CSG, CRDS, impôts sur la fortune immobilière, est inférieur à 2% de la valeur de son patrimoine. Dans ce cas-là, le contribuable s'acquitte du complément pour arriver à 2%. C'est un dispositif anti-optimisation fiscale ciblé sur les très grandes fortunes. Si vous avez plus de 100 millions d'euros et que vous payez très peu d'impôts sur le revenu, c'est-à-dire l'équivalent de moins de 2% de votre fortune, vous devriez payer le complément pour arriver à 2%. Donc c'est ciblé non seulement sur les très riches, mais sur ceux qui, parmi les très riches, arrivent à payer très peu d'impôts aujourd'hui. L'économiste avance plusieurs justifications, d'abord budgétaires, puisque le gouvernement cherche 40 milliards d'euros pour boucler son prochain budget, et que la taxe pourrait en rapporter entre 15 et 25, ou encore politique, favoriser le consentement à l'impôt du reste de la population qui pourrait un peu s'énerver face à de telles inégalités de traitement fiscal. Mais l'argument fondamental, c'est la nécessité morale et aussi légale de rétablir la progressivité de l'impôt sur le revenu. D'où vient ce chiffre de 2%? Il n'est pas sorti du chapeau. 2%, c'est le taux qui permet de s'assurer que les impôts payés par les milliardaires et les centimillionnaires
ne représentent pas une plus petite part de leurs revenus que pour les autres catégories sociales, parce que tout part de là. C'est ça le constat de base, c'est qu'aujourd'hui, notre système fiscal est caractérisé par une violation du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Car on a un problème, les ménages très riches ne payent proportionnellement pas assez d'impôts. Les sommes qu'ils payent sont très grandes, évidemment, mais leurs taux de prélèvement sont très inférieurs à ceux du reste de la population. C'est simplement de mettre en conformité nos lois fiscales avec nos principes constitutionnels fondamentaux. C'est pas le grand soir fiscal, c'est pas la révolution fiscale, c'est simplement s'assurer que chaque année, on a des besoins collectifs pour financer nos dépenses publiques. Chaque année, les milliardaires, les centimillionnaires ne payent pas moins de taxes que leurs secrétaires et que leurs chauffeurs. La source la plus citée dans les débats autour de cette proposition de loi est une étude publiée par l'Institut des politiques publiques en 2023. Elle donne une photographie très très fine de la structure de l'imposition des plus riches foyers français. Qu'est-ce que ça raconte cette étude? Eh bien, on regarde tout ce que ces très riches gagnent en un an. Et on regarde combien ils payent d'impôts là-dessus. On calcule à partir de là un taux effectif total d'imposition. C'est-à-dire non pas ce que les gens devraient payer, mais ce qu'ils payent réellement, c'est-à-dire le pourcentage de leurs revenus qu'ils versent à la collectivité. L'étude découvre alors que l'imposition totale est en effet progressive pour les 99,9% de la population. Mais au sein des 0,1% des foyers fiscaux les plus riches, le taux d'imposition global devient régressif, passant de 46% pour les 0,1% les plus riches à 26% pour les 0,0002% les plus riches, les milliardaires. C'est-à-dire qu'ils payent très peu d'impôts. C'est pas en termes de volume, c'est en termes de proportion, voilà, par rapport à leurs revenus. Enfin, même le volume total est quand même très faible, mais surtout en proportion de leurs revenus. Cela est dû au fait que les grands propriétaires logent leurs revenus dans des sociétés holding patrimoniales. Ils ne se versent pas directement les bénéfices de leurs entreprises, mais les transfèrent vers ces holdings. De façon à ce que ce patrimoine génère peu ou pas de revenus imposables. Comme ça, ils disent « Oh, regardez, j'ai pas de revenus, j'ai très peu de revenus, j'ai peu de liquidités. » Mais c'est parce qu'ils organisent leur propre illiquidité pour échapper à l'impôt sur le revenu. Alors bon, il y a plein de débats méthodologiques et des batailles de chiffres qui ont été lancés entre les économistes pour contester notamment la manière dont est calculé le taux d'imposition effectif des plus riches pour affaiblir le constat d'une régressivité. Ou pour critiquer le fait de ne pas prendre en compte pour les plus bas revenus les transferts perçus sous la forme de prestations sociales ou de services publics. Mais en tout cas, deux économistes de renom, anciens soutiens de Macron, c'est pas forcément bon signe, appuient l'idée dans Le Monde et confirment la régressivité. Nous partageons le constat que les plus riches ne contribuent pas aujourd'hui à hauteur de ce qui est demandé aux autres catégories sociales, et que le mécanisme voté à l'Assemblée est le plus efficace pour remédier à cette situation. Les classes moyennes, les classes populaires, les classes moyennes supérieures payent peu ou prou, tout prélèvement obligatoire confondu, de l'ordre de 50% de leurs revenus en impôts. Pour les milliardaires, c'est 2 fois moins, 25%. Quand vous ajoutez tout ce qu'ils payent, y compris l'impôt sur les sociétés, dont s'acquittent les entreprises qu'ils possèdent. Donc, évidemment, l'objection la plus fréquente est celle de l'exil fiscal, du chantage même à l'exil fiscal. Je veux dire, la taxe Zuckman, elle a un sens si elle est mondiale. C'est pour ça que je me suis battu avec le président Lula, à l'époque le président Biden, pour la faire au niveau de l'OCDE. Est-ce que vous pensez que si la France toute seule met une taxe sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, les gens vont gentiment rester pour être taxés? Oui. Présentez-les-moi. Gabriel Zuckman répond à ces critiques. Cette crainte de l'exil fiscal, il faut la prendre au sérieux, et que la meilleure façon de la prendre au sérieux, c'est de se pencher sur les études existantes. Or, toutes les études, elles aboutissent à la même conclusion, qui est que l'exil fiscal, il n'est pas nul, mais il est très faible. Donc il y a des études de très grande qualité qui ont été réalisées récemment sur des données suédoises et danoises, où il y a eu des impôts sur la fortune pendant longtemps, beaucoup de variations dans l'impôt sur la fortune. C'est tout simplement négligeable, c'est dérisoire par rapport aux masses en jeu. Donc. En outre, la proposition de loi incluait une forme d'exit tax. Les contribuables concernés continueraient à être soumis à l'impôt plancher 5 ans après leur départ, ce qui réduirait la tentation de fuir. On peut aussi porter sur le projet un regard politique sous l'angle un peu de la lutte des classes. L'inconvénient de ce genre de taxe sur la fortune, c'est de légitimer indirectement la cible, car on a alors besoin du riche, de sa prospérité.
Ne faut-il pas plutôt chercher à le couper de sa propriété sur le capital? Le dispositif imaginé par Zucman n'est pas révolutionnaire, mais il a ceci d'intéressant de proposer un pourcentage plancher modulable, mettant, en cas d'adoption, un pied dans la porte pour des réformes futures plus musclées. Selon ses calculs, à 2%, l'impôt plancher ne crée pas de progressivité. Il ne fait que corriger une régressivité injustifiable. 2%, c'est le taux qui permet de s'assurer que les impôts payés par les milliardaires et les centimillionnaires ne représentent pas une plus petite part de leurs revenus que pour les autres catégories sociales. Mais au-delà de 2%, il réintroduit de la progressivité. Ensuite, puisque le patrimoine des ultra-riches leur rapporte en moyenne 5-6% par an, si vous mettez le taux plancher à 5-6% par an, alors ils vont commencer à engloutir en impôts tout ce que leur rapporte leur patrimoine. Le Conseil constitutionnel n'aime pas, mais ça devient confiscatoire. Et au-delà de 6%, ils devraient se séparer d'une partie de leur capital juste pour pouvoir payer les impôts. Ce point a été repéré et dénoncé par le monde du business. Comment feraient des patrons de start-up, par exemple, qui sont valorisés des millions, mais qui sont déficitaires pendant plusieurs années, et donc n'ont pas le cash pour simplement payer l'impôt? Prenez Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, vous inquiétez pas qu'il risquerait de se faire rattraper par cette taxe Zucman. Je doute qu'il ait les millions en cash disponibles sur son compte en banque pour aller payer le fisc. La grande majorité des contribuables concernés ont un rendement nettement supérieur à 2%. Alors maintenant, il y a quelques cas rares, c'est l'exception, mais elle peut exister, de personnes très riches qui, une année donnée, n'ont pas de revenus. L'exemple le plus important, c'est le cas des licornes. Dans ce cas-là, deux solutions. D'abord, on peut proposer l'étalement des paiements. On peut permettre aussi aux personnes concernées de payer l'impôt en nature, c'est-à-dire avec des actions, très peu, puisque c'est des petits taux, mais de leur entreprise. L'État deviendrait une sorte actionnaire passif de l'entreprise, ou alors il pourrait revendre les titres, en priorité aux salariés de l'entreprise en question, donc les titres restent dans l'entreprise, ou alors, s'il n'y a pas assez de preneurs, à d'autres investisseurs. Donc là, discrètement, il nous dit qu'il est en train d'imaginer des mécanismes par lesquels les titres de propriété de l'entreprise passeraient par les mains de l'État. Et après, il les rend. Normalement. Mais c'est marrant, cette idée. L'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste. Du coup, on peut fabuler. Sous le masque bien sage et sogdem de Zucman, il y a peut-être un Olivier Besancenot. D'ailleurs, les a-t-on déjà vus dans une même pièce? C'est pas le grand soir fiscal, hein, c'est pas la révolution fiscale. Présentez-les-moi. On se retrouve dans 2 semaines.